Le règne de la violence qui part des Lumières et va à la Révolution commence par une violence essentiellement verbale. Savez-vous que Voltaire a poursuivi de sa haine gratuite, absolument gratuite, le savant Maupertuis? Maupertuis était un grand savant français, il était académicien, et Voltaire, pour des raisons uniquement personnelles, Maupertuis n'a jamais causé de tort à Voltaire, en aucune manière. Voltaire s'est déchaîné contre Maupertuis en calomnie, cabale, il l'a tourné en ridicule, il l'a harcelé, et il l'a harcelé non pas jusqu'à la mort, mais jusqu'après la mort. Et le roi de Prusse, Frédéric, a chassé Voltaire de sa cour de Berlin à cause de son harcèlement contre Maupertuis, qui était protégé du roi, mais la haine de Voltaire contre Maupertuis était supérieure à la parole donnée. Et on a une lettre de Frédéric qui reproche à Voltaire de harceler son ennemi, même après sa mort. Maupertuis est mort en 1759 et Voltaire ne pouvait pas s'arrêter à la mort de Maupertuis. Il y avait à cette époque en France, et certainement vous avez entendu ce nom, mais pas comme poète et comme littérateur, un grand poète qui s'appelait Lefranc de Pompignan. Ce poète était admiré de Voltaire pour la beauté de ses vers et la grandeur de sa plume. Et Voltaire lui avait écrit en son temps: « Avec quel homme de lettres aurais-je donc voulu être uni, sinon avec vous, monsieur, qui joignez un goût si pur à un talent si marqué? Je sais que vous êtes non seulement homme de lettres, mais un excellent citoyen et un ami tendre. Il manque à mon bonheur d'être aimé comme un homme, d'être aimé d'un homme comme vous. » Voilà ce que Voltaire écrivait à Lefranc de Pompignan. Or, Lefranc de Pompignan avait écrit un jour que les tragédies de Voltaire étaient médiocres, alors qu'elles renfermaient quelques très belles parties, mais les tragédies de Voltaire étaient médiocres. Il ne fallait pas écrire une chose pareille. Je vais vous dire une chose concernant les tragédies de Voltaire que je n'ai pas lues, mais dont j'ai abondamment entendu parler. C'est injouable. Les tragédies, le théâtre de Voltaire est injouable. C'est nul, c'est épouvantable, c'est ni fait ni à faire. Voltaire est un dramaturge raté. Il a raconté d'ailleurs à la fin de sa vie que sa plus belle tragédie, c'était l'affaire Calas. Et là, il a joué de main de maître. Mais à part ça, ce qui se jouait de Voltaire sur scène était l'objet de l'Asie, de fou rire. Je vais vous en raconter un, c'est trop drôle. Et Voltaire était furieux. Il avait fait une tirade. Le propre des tragédies de Voltaire, c'est que c'était toujours grandiloquent et à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'au moment où il fallait pleurer, les gens rigolaient. Et il y avait toujours une claque pour applaudir le maître, mais il y avait une anti-claque de gens qui savaient où ça allait être drôle. Et un jour, il y avait dans une tirade, il y a un des personnages qui dit « Es-tu content, Coucy ?» Et dans la salle, quelqu'un hurle « Coucy, Coussa » et tout le monde rigole. Et Voltaire, furieux, en disant « Mais ce sont des barbares, ils n'y connaissent rien ». Voltaire était un dramaturge raté. Or, ce Lefranc de Pompignan s'était permis un jour, dans une critique, parce que le droit à la critique existait à l'époque des Lumières, de dire que les tragédies de Voltaire étaient médiocres. Il n'a pas dit que Voltaire était médiocre. Eh bien, Voltaire va s'acharner contre Lefranc de Pompignan jusqu'à sa mort, parce qu'on ne fait pas des choses comme ça. Le 6 septembre 1759, c'est-à-dire 3 mois après la mort de Maupertuis, je crois, Lefranc de Pompignan a été élu au siège de Maupertuis à l'Académie. Il devait donc en faire l'éloge. Et je vous ai dit que Voltaire avait pourchassé Maupertuis de sa haine et de ses sarcasmes à travers toute l'Europe. Toute l'Europe. Maupertuis traversait l'Allemagne, des pamphlets orduriers contre lui l'avaient précédé. Voltaire ne lâchait jamais. Et quand il a fait l'éloge de Maupertuis, Lefranc de Pompignan a pris la défense des vertus du savant qui avait été tellement maltraité dans l'opinion, parce que l'opinion, c'était quand même déjà quelque chose. Et il a pourfendu ceux qui l'avaient martyrisé à mort. Il ne les a pas nommés. Il n'a pas fait d'attaque ad hominem. Il a fait une défense de Maupertuis en contrant toutes les attaques ignominieuses qui avaient été lancées contre lui. C'est un éloge de Maupertuis qui a été fait à la fois sur ses vertus patriotiques personnelles. Maupertuis a servi son pays, il a servi son roi, il a servi la France. Et en fait, un éloge en défense de toutes les horreurs qu'il avait eu à subir. Le discours de Pompignan a été celui d'un homme qui a pris la liberté d'affronter des malfaisants qui avaient souillé l'honneur d'un honnête homme. Maupertuis était un honnête homme. Je crois pouvoir dire que sur la fin de sa vie, il avait perdu la raison, mais
on pouvait la perdre. On pouvait la perdre face à de telles attaques. Je veux dire, on ne sait pas qui pourrait supporter un tel harcèlement. Donc, la défense de Maupertuis par le Front de Pompignan a été applaudie par l'Académie. Bravo, 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 monsieur. Le Front de Pompignan venait de signer son arrêt de mort sociale. On ne fait pas des choses comme ça, d'attaquer les gens des Lumières. Ça ne se fait pas. Les gens des Lumières sont des gens inattaquables. Voltaire a été alerté par ses amis de Paris qui lui ont dit « Attention, le Front de Pompignan vient de défendre Maupertuis, à vous de faire ». Et Voltaire avait une théorie, il disait « Ce monde est une guerre. Celui qui rit aux dépens des autres est victorieux. » Il allait donc falloir abattre le Front de Pompignan. Voltaire va se déchaîner pour le détruire. Il va inonder Paris de poèmes qui vont arriver les uns à la suite des autres, présentés sous forme humoristique. Il y a la série des poèmes « Quand ». Quand on ne fait pas honneur à son siècle par ses ouvrages, c'est une étrange témérité de décrier son siècle. Quand on est à peine un homme de lettres et nullement philosophe, il ne sied pas de dire que notre nation n'a qu'une fausse littérature et une vaine philosophie. Quand, etc., etc. Ensuite, il va faire la série des si, des pourquoi, des oui, des non, des que, les pour, les qui, les quoi, ensuite les car et les ha-ha. Et ça circule absolument partout. Autant de poèmes féroces qui sont des attaques blessantes, faites pour blesser, et que le public se passe de main en main. Quand le Front de Pompignan va dans la rue, il croise des gens qui rient de lui avec à la main les poèmes de Voltaire que tout le monde recopie. Il y a des gens qui sont des copistes, qui sont des copistes et qui se font de l'argent en recopiant les horreurs proférées par Voltaire, et on se moque de lui dans la rue. On le dit menteur, hypocrite, cagot, ambitieux démasqué, mauvais poète, vil intrigant, délateur, faux ami du peuple, diffamateur, menteur, intrigant, doublé d'un faux dévot et d'un vrai impie. Il est de fait que Pompignan était un vrai homme pieux. Et ça, les Lumières ne leur pardonneront pas. C'était la même chose pour Maupertuis. Maupertuis disait ses prières, c'était un catholique fervent. Il n'y avait pas de place pour des gens comme ça au siècle des Lumières. Un jour, le Front de Pompignan a eu le malheur de vouloir répondre, parce que vous êtes accablé de tous ces sarcasmes et vous êtes obligé de garder le menton haut et de dire « je ne répondrai pas ». Au bout d'un moment, le Front de Pompignan répond. Il dit « c'est mon discours à l'Académie française qui m'a valu ce tissu de calomnie et ce débordement d'injures. On me fait un crime d'avoir élevé une voix pour la religion dans une compagnie littéraire. » Ah bah oui, pourquoi est-ce qu'il parle de religion? Mais ça se faisait, tout le monde le faisait à l'époque. Voilà que brusquement, on n'a plus le droit parce que les Lumières ont décidé qu'on n'avait plus le droit. Voltaire se moque encore et encore et il le fait passer pour un aliéné. En fait, vous savez, le Front de Pompignan, tout ça, c'est pas de sa faute. Il est fou et il continue et il en rajoute. Marmontel, Jean-François Marmontel était un ami de Voltaire. Alors, il est resté ami avec Voltaire parce que Marmontel n'avait pas de talent. Alors, si vous n'aviez pas de talent, vous pouviez rester ami avec Voltaire. Il n'y avait rien que Voltaire détestait comme la concurrence et c'est comme ça qu'il a essayé de démolir tous les gens qui avaient du talent. Ça n'était pas le cas de Jean-François Marmontel. Marmontel a écrit « Son médecin lui ayant ordonné, disait-il, pour exercice de cours 1 heure ou 2 tous les matins le Pompignan, il me chargea d'assurer nos amis que tous les jours on recevrait de lui quelques nouvelles facéties. Il fut fidèle à sa promesse. » Vous savez ce que ça voulait dire, cours le Pompignan? C'est comme on traque à mort et en meute une bête sauvage. On court le cerf. Et lui, il courait le Pompignan. Il l'a pourchassé à travers toute l'Europe. Pour épargner son épouse en larmes, qui n'osait plus mettre les pieds dehors, Pompignan a dû quitter Paris, qu'il ne revit pas. Il n'a jamais siégé à l'Académie française. Il n'a pas pu. Personne ne connaît le Front de Pompignan en France, qui était un des grands poètes du XVIIIe siècle. Il fut incomparable en poésie, et personne ne le sait. On ne le connaît que par la violence de la haine de ses persécuteurs. Eh bien, si vous faites une recherche aujourd'hui sur le Front de Pompignan, dans n'importe quel texte parlant des Lumières, vous verrez que tous les auteurs actuels, tous peut-être, je ne prétends pas avoir tout lu, il faut que j'en rabatte, la plupart des auteurs qui parlent de l'affaire de Lefranc de Pompignan et de l'Académie reprochent à Lefranc de Pompignan son discours à l'Académie. Je l'ai lu, il est admirable. Admirable. Et on continue
2 siècles et demi après, on continue de faire grief à Lefranc de Pompignan d'avoir fait un discours de défense du magnifique Maupertuis alors que ça déplaisait à Voltaire. La conclusion de cette violence verbale, je vous ai expliqué, Maupertuis en est mort fou, Pompignan a été obligé de partir, il y en a d'autres que Voltaire a fait embastiller. On peut trouver la conclusion dans cette lettre de Voltaire à d'Alembert, écrite le 4 septembre 1767. Et vous allez voir ce que c'est que la violence verbale de l'époque. Mon cher philosophe, rendez tous ces pédants-là aussi énormément ridicules que vous le pouvez dans vos conversations avec les honnêtes gens. Alors les honnêtes gens pour Voltaire, c'est tous ceux qui sont en haut du panier. Tout le reste, c'est de la racaille. Il disait pas racaille, il disait la populace. Car cela est impossible à Paris par la voie de la typographie. Il y avait une censure, on ne pouvait pas écrire absolument tout ce qu'on voulait. Mais un beau mot vaut bien un bon livre. Foudroyez-moi ces marauds-là, je vous en prie. Répandez sur eux le sel dont il a plu à Dieu de favoriser votre conversation. Faites qu'on les montre au doigt quand ils passeront dans la rue. Et quand vous les aurez bien écorchés, bien salés, marchez-leur sur le ventre en passant. Cela est fort amusant. Voilà pour les Lumières de Voltaire et de ses chers amis, parce que Voltaire n'était absolument pas tout seul dans cette affaire, il y avait toute l'équipe de l'encyclopédie derrière lui. La violence verbale a détruit la vie de Maupertuis, de Lefranc de Pompignan et de bien d'autres. Bien d'autres. On ne peut pas tous les citer, je vous ai cité les 2 plus graves. Rien ne pouvait arrêter les philosophes de ce qu'on appelait les Lumières. C'était ça, les Lumières. La violence qui suit dans le déroulé du siècle, ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui la violence économique. Le terme n'existait pas à l'époque, mais vous allez comprendre. La première expérience libérale d'économie de marché a commencé en 1763 sous le ministère de Laverdy. Laverdy est une personne qu'on ne connaît pas, c'était un personnage assez falot. Il a été l'exécuteur d'un plan d'économie libérale, d'économie de marché, alors complètement contraire à l'esprit de la royauté et à ce qui faisait la France, à la suite d'un certain Bertin qui, lui, a fait le travail et Laverdy l'a fait appliquer. Cette première expérience d'économie libérale prendra fin en 1770 et elle reprendra en 1774. Dès 1764, dès le début de l'expérience d'économie libérale, alors 2 mots, j'en ai déjà souvent parlé, mais peut-être ne le savez-vous pas, en quoi consiste l'économie de marché pour l'époque? Ça consiste à dire le pain, le grain est porté au marché le plus proche du domicile du producteur. La population des villages alentours se sert la première. Ce qui reste après le passage de la population est confié aux marchands qui vont le faire entrer sur le, on ne disait pas le marché du grain, mais qui vont pouvoir le porter ailleurs pour le vendre plus loin. La police de l'époque et la police du roi, la police des grains, vérifie qu'on ne dérobe pas à la population son pain, son grain, et que les marchands passeront après la population. Voilà. L'expérience d'économie de marché libérale va consister à dire on va laisser faire les marchands, les prix vont augmenter, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est même très bien. L'idée était d'aider le roi à solder la dette. La royauté s'endette, 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 et faire monter le prix du grain, c'est enrichir le laboureur, on pourra par la taxe augmenter les rentrées du roi, etc., etc. En fait, l'économie de libre-échange a été proposée au roi pour résoudre son problème de dette, la dette. Et donc cette première expérience d'économie de marché a commencé en 1763 et dès 1764, vous avez des émeutes absolument partout en France. Pourquoi? Les gens arrivent au marché pour acheter du pain, il n'y en a plus. Il est parti là-bas, il y a des charrettes qui s'en vont. Et il en reste, oui, il en reste, mais 20% plus cher, 30% plus cher. Les gens ne sont pas brusquement devenus plus riches et ils n'arrivent plus à acheter leur pain. Mais le pain, c'est avec ça qu'on se nourrit. Ce n'est pas le pain pour mettre du beurre au petit déjeuner pendant qu'on va manger autre chose à midi. Le pain du peuple devient trop cher à l'issue de cette première expérience d'économie de marché. Il y a des révoltes partout, partout, partout en France. L'économie libérale, l'économie de libre-échange, jette les Français sur les routes. Ils courent après les convois de grains. Des désordres perpétuels sont recensés par dizaines, par vingtaines.
Il y aura un nouveau pic en 1775, parce que l'expérience libérale de 64 à 70 va s'arrêter pendant le court ministère de Terray. Ensuite, le roi Louis XV va mourir. Et quand le roi Louis XVI va arriver, ça va recommencer. Les émeutes ont lieu dans les villes, mais près des fleuves, parce que le grain est chargé sur des péniches ou sur des barges, et il remonte les rivières et les canaux, et les gens courent derrière. Quand le grain est accessible, quand les gens réussissent, quand la population réussit à récupérer son grain, on le détourne vers le marché, c'est-à-dire que les gens ne volent pas le grain, ils le récupèrent et ils le ramènent sur la place de marché, d'où il n'aurait pas dû sortir avant que la population se serve. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie morale, c'est comme ça qu'on considère. Il y a l'économie de marché ou l'économie morale. Donc on détourne le grain vers le marché, sinon on le cherche, puis on demande que son prix soit accessible à tous. On peut non pas saisir le blé, mais dire, voilà, vous allez nous le vendre, là maintenant, on arrête le convoi, et vous allez nous le vendre au bon prix. Le bon prix, c'est ce qu'on appelle le prix taxé. Taxer un bien, c'est fixer un taux auquel on va le vendre. Le peuple impose sa loi, la loi qui était celle du roi et qui devient maintenant celle des marchands. Les femmes jouent un rôle majeur dans ces émeutes du blé. Elles sont porteuses de couteaux ou de pierres qu'elles cachent dans leur tablier. En 1767, à Troyes, on arrête 60 émeutières. On fait un grand coup de filet. 60 femmes, 60 ménagères sont arrêtées. À Saint-Brieuc, les femmes essayent de brûler les navires qui sont prêts à lever l'ancre avec les grains à l'export. On enlève le grain au peuple qui ne peut plus se nourrir et on le met dans des bateaux et on va le vendre à l'étranger. Que vont manger les gens? Mettons le feu au bateau. Sur toute la France, les femmes attaquent les lieutenants de police, elles arrêtent les convois, elles capturent les chariots, elles pillent, mais elles revendent à bon prix. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, ce n'est pas du vol. Elles récupèrent le grain pour le vendre à bon prix ou pour le ramener sur la place de marché. Il n'y a pas de pillage à proprement parler et il n'y a pas de violence au-delà de la nécessité d'atteindre ses buts. Il n'y a pas de violence contre les personnes. On court après le grain et on le récupère. À Troyes, une riche bourgeoise a dit que si elles n'ont pas de pain pour leurs enfants, elles n'ont qu'à les manger. Ah oui, ça tourne mal. Ça tourne mal. Eh bien, les femmes lancent une expédition punitive contre sa propriété et la dame regrettera amèrement de s'être moquée comme ça des ménagères qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. En 1768, à Montereau, c'est entre Lyon et Paris, c'est dans la Seine-et-Marne actuelle, au milieu de la nuit, le tocsin prévient la population que le blé est en train d'être déménagé à la faveur de la nuit. Les gens sortent et la troupe tire sur la population et les convois de blé partent. C'est ça la violence économique. On retire au peuple le pain de la bouche. Il va se passer en 1775 ce qu'on appelle la guerre des farines. Louis XVI, qui vient d'arriver au pouvoir en 1774, appelle un certain Turgot, homme des Lumières. On lui a expliqué que les Lumières allaient tout arranger, que c'est la raison, que c'est le renouveau, que l'ancienne France, tout ça, c'est dépassé, qu'il faut se plier à des nouvelles façons de faire et à une nouvelle intelligence du monde. Et Turgot explique au roi qu'il faut faire flotter le prix du blé. C'est-à-dire que le roi, la police du blé, la police du roi, fixait de façon autoritaire, ne fixait pas de façon autoritaire, puisque la taxation était toujours négociée. Mais une fois que le prix avait été fixé par la taxation, le roi l'imposait. Le prix était imposé une fois qu'il avait été taxé. Et Turgot explique, on va laisser flotter le prix du blé, on va arrêter de l'imposer, et s'il augmente trop, eh bien, augmentera le revenu des pauvres. Si les pauvres n'arrivent plus à se payer le pain parce qu'il est devenu trop cher, on va les aider à gagner plus. Et vous savez comment on va faire? Eh bien, on va faire des ateliers de charité. Et les ateliers de charité, c'est d'aller chercher les gens qui n'arrivent plus à vivre et puis leur faire casser des cailloux, faire des ponts, faire des routes. Je veux dire, c'est les travaux forcés, quoi. Je veux dire, avant, les gens pouvaient acheter avec leur salaire, ils pouvaient acheter du pain. Maintenant, on a trouvé mieux. On va leur faire des canaux, des routes nouvelles et des vignes nouvelles. L'ouvrier de base, à l'époque, gagnait 6 sous par jour. 6 sous par jour, imaginons 24 € la journée. Un ouvrier de base gagne 24 € la journée. Quand le pain passe à 13 sous pour la journée, les intendants alertent le ministre. Attendez, vous gagnez 16 sous et le pain va coûter 13. Vous imaginez?
Les intendants alertent Turgot. « Il n'y a pas lieu de tenir compte des murmures du peuple », répond Turgot. « Il faut qu'il comprenne au contraire que son opposition, ses mouvements et ses violences ne serviront qu'à faire prendre des mesures les plus efficaces pour le contenir. » On alerte, on dit « Attendez, les gens n'arrivent plus... » Attendez, il faut que le peuple comprenne que maintenant c'est comme ça. Et s'il n'est pas d'accord, on lui tirera dedans. En mars 1775, le pain est à 12 sous dans toute l'île de France, c'est-à-dire 18 € pour un salaire de 24 pour les ouvriers. Le 31 mars, il est à 21 sous, 31 € la miche. En avril, 24 sous, 36 € la miche, 2 fois plus cher que ce que les 3 Parisiens sur 5 peuvent l'acheter. C'est une violence inouïe. Les gens ne peuvent plus s'acheter à manger. Il y a des émeutes à Dijon. Alors là, j'ai bien étudié les émeutes de Dijon parce que je suis bourguignonne, d'une part. D'autre part, c'est parce que ça a commencé à Dijon et que je me suis vraiment penchée sur le sujet. Il y a eu des émeutes absolument extraordinaires. Les biens d'un meunier et d'un procureur de ses amis ont été entièrement dévastés par une foule en furie. Une foule en furie. On a arrêté 40 meneurs. Des meneurs. Ce n'est pas des gens qui ont faim, ce sont des gens entraînés par des meneurs. C'est comme ça chez ces gens-là. Jamais une foule ne se met en marche autrement que parce que des gens sont venus la voir en disant « Allez là-bas, il y a des coups à prendre ». C'est comme ça que ça se passe pour ces gens-là. Donc on arrête 40 meneurs à qui on dit que ce n'est pas le prix du pain le problème, c'est la bêtise du peuple. Le peuple croit que le pain est trop cher. Il croit que le pain est trop cher. Et Turgot écrit « Je ne suis pas étonné, monsieur, du tumulte arrivé à Dijon. Toutes les fois qu'on partage les terreurs du peuple et surtout ses préjugés, il n'y ait point d'excès auquel il ne se porte. Quand le peuple veut un pain à prix taxé, il est victime de ses préjugés. » Préjugés. Et Louis XVI, le jeune Louis XVI, qui est âgé de 20 ans à l'époque, ajoute de sa main « Autant je désire que mon peuple soit heureux, autant je suis fâché quand il se porte à des excès où il n'y a nulle trace de raison. » Oui, c'est vrai, c'est pas de la raison. C'est juste de la faim et de la peur. Parce que là, les gens, les Français, commencent à comprendre que les choses tournent mal et que leur subsistance n'est plus assurée. Et si le roi n'assure pas la subsistance, à quoi il sert? Le roi est là pour assurer la subsistance. Il n'est pas là pour nourrir le peuple, il est là pour garantir que le peuple pourra se nourrir. Et là, les choses tournent mal. Turgot insiste auprès de Dijon. Ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire, c'est la loi. Et c'est vous qui, chargés de la police, devez régler, conduire et contenir le peuple et le plier à la soumission à la loi. C'est ça la violence économique. La France va se soulever d'un bout à l'autre du royaume. Reims, Tours, Metz, Montauban à partir du 20 avril. À Beaumont-sur-Oise, en région parisienne, le peuple taxe le blé et le vend et apporte le prix de vente au procureur. Pas de vol dans ces émeutes de la faim. De la faim. Ce n'est pas encore la faim, hein, c'est la peur de la faim. C'est les émeutes de redistribution. Pontoise et Beauvais le 29 avril. Saint-Germain-en-Laye, Saint-Denis, Gonesse le 1er mai. Le 2, Versailles est attaqué. Et il y a une émeute sous les fenêtres de Louis XVI. Les gens crient du pain, du pain. Le 3 mai, l'émeute est arrivée à Paris. La révolte suit le cours de la Seine et des péniches chargées d'un blé qui est devenu maintenant plus cher que l'or. Chelles, Gagny, Choisy-le-Roi, Fontainebleau, Meaux, Corbeil, les émeutes sont partout. Il y a des débuts de pillage, les autorités locales sont complètement affolées. Le ministre dit qu'il faut faire arrêter les meneurs. C'est un complot, c'est un complot. C'est pas que les gens courent après le blé parce qu'ils ont faim, c'est un complot. Ce sont les ennemis des Lumières, vous savez, les obscurantistes, qui ont excité les gens, et les gens, ils sont comme ça. On les excite et ils y vont. J'ai entendu ça récemment, hein, à propos du Moyen-Orient. Là. Les gens, ils vont sur la frontière parce qu'on les excite en leur disant d'y aller. Alors ils obéissent, ben voyons, bien sûr. Allez-y, il y a des coups à prendre. Le ministre veut faire arrêter les meneurs. Alors, et il donne... Alors, Turgot, il est contrôleur général des finances. Il est l'équivalent, disons, d'un ministre de l'économie et des finances. Et il se met à donner des ordres à l'armée et à la police. Non mais attendez, c'est quoi? C'est la dictature? Il n'y a plus un roi en France, là? C'est Turgot qui dirige? Turgot avait 2 fois et demi l'âge du roi. Il lui en imposait. Mais enfin, le roi restait le roi. C'est à lui de donner des ordres à la police ou à l'armée. Et non, Turgot prend ça sur lui. La violence d'État se banalise contre des revendications légitimes.
Paris est en état d'insurrection. Le pillage généralisé de toutes les boulangeries a lieu sans aucune violence à la personne. On pille les boulangeries et on ne fait de mal à aucun marmiton. Voltaire invente un truc extraordinaire qui s'appelle la diatribe. Voltaire était à Ferney, c'est-à-dire au bord de Genève. On peut aller à pied de la maison de Voltaire à Ferney jusqu'en Suisse. Voltaire n'a pas bougé de Ferney et il raconte que ce sont des curés excités qui disent à la foule de saisir le blé pour le jeter à la rivière pour ne plus avoir faim. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Voltaire raconte comme s'il y était que des curés véreux excite la foule à jeter le blé à la rivière pour ne plus avoir faim. Alors, il y a bien sûr, comme toujours chez Voltaire, des soupçons, des lueurs de vérité. Les gens, effectivement, ont jeté du blé à la rivière parce qu'on prétendait leur faire manger du blé frelaté et moisi. Donc, prétendre que les gens de la guerre des farines jetaient le blé à la rivière, c'est laisser à croire que les Français couraient après leur nourriture et qu'ils la jetaient à l'eau. Ce que les Français jetaient à l'eau, c'était du blé frelaté, moisi, absolument immangeable. Turgot a fait arrêter 1000 personnes après l'émeute de Paris. Et il a fait pendre 2 émeutiers, l'un de 28 ans et l'un de 16 ans, qui, en montant sur l'échafaud, pleuraient, hurlaient, demandaient grâce, grâce, grâce. Ils ont été pendus derrière 2 rangées de soldats, tournés les uns vers la foule et les autres vers l'échafaud. La foule a attendu la grâce. Elle n'est pas venue. Et moi, j'ai ma petite idée sur la mort de Louis XVI dans quelques années. C'est ce jour-là qu'il a perdu la tête. Il a juste eu un sursis. Le roi a cessé, pour des raisons économiques, de défendre le pain du peuple. Turgot a voulu des exemples, il les a eus. Turgot a été renvoyé en 1976 pour d'autres raisons, pas uniquement pour ça. Il s'était fait énormément d'ennemis. Alors quand vous lisez ça dans les livres, dans les revues historiques bien pensantes, Turgot a été renvoyé à cause de l'égoïsme des privilégiés. C'est ça. C'est l'égoïsme des privilégiés qui a fait renvoyer Turgot. Le roi a compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et les années ont passé. Nous sommes en 1788. Qu'est-ce qui s'est passé en 1788 ? Le roi, c'est pas qu'il a plus d'argent, c'est qu'il a maintenant, il est à la tête d'une dette abyssale. On est revenu au problème précédent. Le roi n'a plus d'argent. Il va être en cessation de paiement. Il faut trouver de l'argent. Et là, on revient le voir en lui disant « Majesté, Majesté, l'économie libérale, l'économie de marché, c'est ça qui va vous rapporter de l'argent. Ça n'a pas marché la première fois, mais ça va marcher la seconde. » Le roi relibéralise le marché du grain en 1788, l'été 88. Ça vous dit quelque chose? Ensuite, il convoque les États généraux. Pourquoi il convoque les États généraux? Parce que pour augmenter les impôts, il faut faire appel aux États généraux. Les États généraux ne sont pas des assemblées qui élisent des députés pour faire la loi avec le roi, ce sont des assemblées qui répartissent l'impôt en fonction des différentes seigneuries qui couvrent le territoire. Vous avez les seigneuries normales, à la campagne, dirigées par des nobles, vous avez les seigneuries ecclésiastiques et vous avez les seigneuries urbaines. Le tiers-État représente les élus des seigneuries urbaines. Ce qui veut dire que la campagne, qui représente 90% de la population de la France, est représentée par la noblesse et le clergé, contrairement à ce qu'on vous racontera plus tard. Donc la fonction des États généraux est purement fiscale, mais à partir du moment où ils ont été convoqués, les gens se disent on va élire des députés, on va les charger de dire au roi ce qu'on pense de ce qui se passe. Dans les 4 mois qui précèdent la prise de la Bastille, on compte, mais parce qu'on peut les compter, on ne parle pas de celles qu'on n'a pas comptées, 300 émeutes en France, en Poitou, en Bretagne, en Touraine, en Orléanais, en Normandie, en Île-de-France, en Picardie, en Champagne, en Alsace, en Bourgogne, en Nivernais, Auvergne, Languedoc, Provence, du pain, du blé. La France est un pays qui peut exporter. Elle peut exporter. La France est un pays qui peut exporter si on retire le pain de la bouche aux Français. Les Français doivent se servir d'abord. Le blé s'en va. Les gens hurlent. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française? C'est d'abord une série d'émeutes de gens qui courent après le blé qu'on leur arrache pour enrichir des marchands. Jusqu'à l'économie de marché, la police était là pour protéger
le peuple contre les marchands. À partir de l'économie de marché, la police est là pour protéger les marchands contre le peuple. C'est le renversement du siècle. C'est ça qui va donner la révolution. Le 28 mai, le Parlement de Rouen annonce que... Alors le Parlement, ce sont les juges. Hein. Les juges, il y a le Parlement de Paris qui couvre à peu près un tiers du royaume, et il y a les grands parlements. Il y a Rouen, il y a la Provence, il y a Toulouse, il y a Dijon, etc. Le Parlement de Rouen annonce des pillages de grains, de violentes et sanglantes mêlées où beaucoup d'hommes des deux côtés ont péri. Dans toute la province de Normandie, à Caen, à Saint-Lô, à Mortain, Granville, Évreux, Bernay, Ponteau-de-Mer, Elbeuf, Louviers et autres, les gens courent après le blé et les émeutes sont sanglantes. La violence monte absolument partout. Le 20 avril 1789, le commandant militaire des provinces du centre écrit « Je renouvelle à M. Necker ». Alors, qui est Necker? C'est lui qui a creusé la dette. Necker est un banquier protestant. Alors, les protestants ont des revanches à prendre sur le roi de France. Hein. C'est Louis XIV qui les a mis dehors et c'est Louis XVI qui ramène Necker, qui prend Necker, qui est non seulement étranger et qui est protestant et qui est banquier, c'est-à-dire que c'est le renversement de toutes les habitudes. Mais Voltaire a tellement bien fait de culpabiliser les catholiques avec l'affaire Calas qu'il paraît qu'on doit des réparations aux protestants et Louis XVI prend Necker. Necker dit « Majesté, vous n'avez pas d'argent. Ben, que cela me tienne, je vous en prête. » Vous en prête, puis quand on a bien prêté, on se fait rembourser, avec les intérêts en plus. Necker a contribué à creuser la dette du roi de façon abyssale. La dette était déjà importante, elle devient abyssale. Abyssale. Et donc c'est Necker qui est à ce moment-là le contrôleur général des finances et le commandant militaire du centre écrit « Je renouvelle à M. Necker le tableau de l'affreuse situation de la Touraine et de l'Orléanais. Chaque lettre que je reçois de ces deux provinces est le détail de 3 ou 4 émeutes à grande peine contenues par les troupes et la maréchaussée. On demande aux troupes et à la maréchaussée de tirer sur des gens qui cherchent du pain. Et ce n'est pas les façons de faire au Royaume de France. La maréchaussée n'est pas là pour empêcher les gens de manger. Ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et voilà que brusquement, on demande à la police et à la maréchaussée de rétablir l'ordre contre des gens qui ont faim. À Montlhéry, des femmes éventrent des sacs à coups de ciseaux. Le propriétaire ou le marchand est bousculé, renversé, la boutique est envahie, la denrée est emportée. C'était pas ça à la guerre des farines. Maintenant, ça devient ça. Maintenant, on moleste les propriétaires de ces grains. À Bray-sur-Seine, le 1er mai, 4000 villageois venus de 15 km à la ronde, armés de pierres, de couteaux, de bâtons, forcent les laboureurs et fermiers qui ont apporté le grain à les vendre le moins cher et menacent de recommencer au marché suivant. Eh bien, au marché suivant, les fermiers ne viendront pas et la halle sera vide. L'émeute, déclenchée par la rareté du blé, augmente la rareté du blé. À Bagnols, en Languedoc, le 1er et le 2 avril, les paysans munis de bâtons et assemblés au son du tambour parcourent la ville en menaçant de tout mettre à feu et à sang si on ne leur donne pas du blé et de l'argent. Ils vont chercher du grain chez des particuliers et ils se le partagent à prix réduit avec promesse de le payer à la récolte prochaine. Mais ça, c'est des promesses. Et le paysan qui s'est fait rafler tout son blé, le paysan maintenant ne peut plus non plus faire son travail. On lui vole son blé. Les émeutiers forcent les consuls, ou les échevins si vous voulez, c'est-à-dire les autorités municipales, à mettre le pain à 2 sous la livre et à augmenter de 4 sous la journée de travail. Ce n'est plus le peuple qui obéit aux autorités, maintenant ce sont les autorités qui obéissent au peuple. Parce que les autorités craignent le peuple. Et le peuple est en train de se déchaîner comme se déchaîne n'importe quelle foule de gens qui ont faim. Tous les agents de l'autorité plient, terrifiés et incapables de comprendre ce qui se passe. Pourquoi leur demande-t-on de tirer sur la foule alors qu'avant ils étaient là pour la protéger? Ils craignent désormais pour leur vie et ils sentent qu'ils vont être foulés aux pieds ou jetés par la fenêtre. Alors, ils cèdent. Dès qu'on leur demande quelque chose, ils cèdent absolument à tout. Et en plus, ils ont scrupule à verser le sang de gens affamés. Ça, la police du roi et la maréchaussée n'a jamais du temps des rois, ne s'est jamais comporté comme ça. Et la Révolution, enfin, ça sera, si vous voulez, un jour une autre conférence, parce que j'ai énormément de détails là-dessus. Mais disons que les autorités et les gendarmes ne savent pas comment faire face à cette violence déchaînée. À Nantes, l'hôtel de ville est envahi et les échevins font baisser le prix du pain. La foule demande de faire baisser le prix du pain et ils le font. Alors que dans la règle telle qu'elle est maintenant appliquée, il ne faut pas faire baisser le prix du pain. Il faut que le marché, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande, détermine le prix du pain. Donc, les autorités se mettent à obéir à la foule et à désobéir au roi. À Sète, la ville de Sète, les autorités lâchent tout, le peuple a saccagé leur maison
et leur commande. Ils font publier à son de trompe que toutes les demandes sont accordées au peuple. Il n'y a plus d'autorité. On va chez le paysan, on lui vole son grain, et ensuite, on lui vide sa cave. Ben pourquoi se gêner, puisqu'on est là et que ça marche? Après avoir taxé le grain, on se met à le voler, sus aux accapareurs, le négociant en blé, c'est l'affameur. Les autorités sont toutes dépassées, la force publique est devenue insuffisante et chancelante. Nous sommes à 1 mois de la prise de la Bastille. Une fois que l'autorité est à terre, que les familles ont... Les familles, ce sont les familles qui courent après le blé, ce sont ce qu'on appelle les honnêtes gens. Une fois que les familles ont déclenché l'anarchie pour les raisons et de la façon dont je vous dis, qui est-ce qui sort et qui va se mêler? Ben, la racaille, les brigands, les repris de justice, les braconniers, les gens sans foi ni loi, sans feu ni lieu, se joignent aux familles et se servent en même temps. Ensuite, ils ne se joignent pas aux familles, ils les précèdent, et puis ils s'en passent pour s'en servir. Au sud de Chartres, 300 ou 400 bûcherons hachent tout ce qui leur résiste et se font donner du pain au prix qu'ils veulent. On a des haches et il n'y a plus d'autorité. Allons-y, on casse tout. Aux environs d'Étampes, c'est dans le sud de Paris, 15 bandits entrent la nuit dans les fermes et rançonnent le fermier en menaçant d'incendier sa ferme. Ah ben le fermier, il lâche tout. On pille les abbayes, les châteaux, les fermes, les voitures de blé. On part pour avoir du pain. Ensuite, on finit par des meurtres, des incendies. Et la sauvagerie qui se déchaîne ajoute ces violences illimitées à la révolte limitée du besoin. On a commencé par se révolter pour avoir du pain, on finit par se révolter pour tout casser dans les conditions les plus violentes possibles. La violence est partout, elle est incontrôlable. Et ça ne fait que commencer puisqu'on est à la veille de la Révolution. À Paris, 10 000 chômeurs sont occupés à des ateliers de charité. Vous savez ce que c'est que des chômeurs? Des chômeurs, ce sont d'anciens artisans qui ont perdu leur protection, la protection qu'étaient les corporations. 10 000 chômeurs sont occupés en ateliers de charité et le prix du pain flambe. Alors, vous avez des gens qui sont au chômage et qu'on occupe pour quelques sous, et d'un autre côté, le prix du pain flambe. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? La libéralisation du prix du blé, du prix du pain se double d'un hiver atroce. Alors là, vraiment, le ciel était contre les Français. Les ouvriers, l'hiver a été absolument abominable. Donc, il y a de toute façon moins de blé, et de toute façon, il est à prix d'or. Et c'est l'époque où on se prépare aux États généraux, c'est-à-dire des élections ont lieu dans les quartiers pour élire des représentants aux États généraux. Eh bien, à Paris, les ouvriers parisiens ne seront pas représentés au tiers-État. Ils ne seront pas représentés. Les autorités locales, en général les marchands, les bourgeois, se sont arrangés pour que les ouvriers ne soient pas représentés. Les ouvriers sont totalement abandonnés du pouvoir. Les gardes françaises sont une unité armée de soldats recrutés dans le peuple. Ils se pavanent au Palais Royal, le domicile de Philippe d'Orléans. Qui est Philippe d'Orléans? Cousin du roi, petit-fils du régent, arrière, ou je ne sais pas combien, je ne sais pas compter les arrières comme ça. Petit-fils de Louis XIV, donc cousin du roi. Et il est grand maître de la franc-maçonnerie. Et au Palais Royal, qui est son domicile, qui est un palais en plein cœur de Paris, avec un grand jardin autour, au Palais Royal, il réunit ses partisans. Et ces partisans, on les appelle les patriotes. Les autres, ce n'est pas des patriotes. Les patriotes, ce sont les partisans du grand maître de la franc-maçonnerie, Philippe d'Orléans. Et les gardes françaises, qui sont, je vous dis, recrutés dans le peuple et très populaires, organisent une émeute pour aller libérer un des leurs qui a été mis en prison de façon abusive. Alors, d'après ce que je sais, c'était vraiment abusif. L'arrestation de cette garde française était vraiment abusive. Mais de là à, en tant que force armée, prendre la prison d'assaut, libérer le gars et aller se pavaner au Palais Royal, on peut dire que la sédition a gagné absolument partout. Le roi ne peut plus faire confiance aux gardes françaises. Le roi a compris. Le roi est à Versailles. Il a compris que les gardes françaises ne sont plus une force sur laquelle il peut compter pour ramener l'ordre, puisque les gardes françaises sont avec Philippe d'Orléans. Donc le roi va faire appel à ces régiments étrangers. C'est pas nouveau. Il y avait le royal croate. Il y avait le royal allemand, il y en avait d'autres. Et le roi fait appel à ces régiments, comme il a toujours fait, comme les rois ont toujours fait. Philippe d'Orléans, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un coup d'État pour renverser le roi et prendre sa place.
tout simplement. Que fait Philippe d'Orléans? Que fait le petit-fils du régent? Il organise chez lui, il est très riche, c'est une des plus grandes fortunes de France. Il est, alors le domaine d'Orléans, c'est gigantesque, hein, c'est toute la Beauce. Enfin bon, en plus de ça, lui est très très intéressé au prix du blé le plus cher possible. Il réunit le 9 juillet dans son domicile parisien 100 députés du tiers-État qui sont francs-maçons comme lui. Il fait, dans sa maison des Mousseaux, les Mousseaux c'est devenu Monceau à Paris, il fait une réunion de 100 députés du tiers-État, dont un certain Sieyès, qu'on retrouvera, Mirabeau, qu'on retrouvera, Necker, oui, le ministre fait partie du complot, Bailly, futur maire de Paris, Lafayette, etc., etc. Et il fait jurer à ces 100 personnes, sous la direction de Sieyès, je crois que c'est Sieyès qui a fait le... Oh non, je dis peut-être une bêtise, enfin l'un de ceux-là. Ils jurent tous de donner la régence du royaume à Philippe d'Orléans. Mais c'est une tentative de coup d'État, ça. On veut renverser le roi et le remplacer par son cousin. Donc on prépare le coup d'État, on est le 9 juillet, on est jeudi 9. On nomme à cette réunion les ennemis personnels du duc d'Orléans dont il faudra se débarrasser. Il y a le prévôt des marchands. Le prévôt des marchands, c'est l'équivalent à Paris du maire. Il s'appelle Flessel. Il y a l'intendant de Paris, Berthier de Sauvigny, un opposant de la première heure à la libéralisation du marché du grain, et Foulon, son gendre, et Durocher, le prévôt de la maréchaussée. On nomme ces gens-là comme ennemis personnels du régent. Retenez les noms. Vous comprendrez ce qui va suivre. Et on prépare la formation d'une garde bourgeoise et on prépare quelques incendies dans la ville. C'est vraiment la préparation d'un coup d'État. L'émeute est prévue pour le lundi 13, mais ça ne va pas se passer tout à fait comme ils veulent. Alors ils distribuent à des hommes de main une liste de proscription. On distribue à des gens qu'on paye, qu'on arme et qu'on paye, une liste de gens qu'il faudra éliminer le moment venu. Et on appelle le peuple à prendre les armes contre ses ennemis. Le duc d'Orléans a les moyens d'envoyer au galop à travers tout Paris des gens pour dire aux gens il se passe des choses très graves, armez-vous, armez-vous. Et si vous voulez des armes, on vous en fournit. On fait entrer à Paris des brigands retenus aux barrières. Alors, les barrières, c'était, si vous voulez, les espèces de frontières de Paris. Hein. On entrait à Paris par des barrières. Et quand vous étiez un individu patibulaire que vous ne pouviez pas justifier de là où vous alliez loger, on vous retenait aux barrières. On ne laissait pas entrer dans Paris des gens en qui on ne pouvait pas faire confiance. Eh bien, on va les chercher. On va chercher tous les brigands retenus aux barrières et on leur donne quoi? Des armes. Et on distribue... Alors, ces brigands retenus aux barrières, on les fait attaquer des patrouilles du guet. Le guet, c'est la garde des Parisiens. Donc, des patrouilles du guet sillonnent Paris. On lâche les brigands sur les patrouilles du guet qui les désarment. Ils leur cassent la figure, ils leur prennent leurs armes. Donc, on augmente les armes qu'on a et puis on diminue la protection des Parisiens en cassant la figure aux gens qui sont là pour les protéger. Et on distribue des billets. Alors, il paraît que les gens qui ont écrit le livre dont je vous parle, en l'occurrence là, Hubert Lamarle, racontent qu'on a retrouvé des billets écrits et distribués à des gens pour leur dire de rejoindre le Palais Royal où on leur donnera de l'argent. Je vous rappelle qu'il y a 10 000 chômeurs à Paris. 10 000 chômeurs, vous voulez gagner de l'argent, venez nous rejoindre au Palais Royal, on vous donnera des sous et des armes. À Versailles, le roi a été informé, parce qu'on ne réunit pas 100 députés à Paris sans qu'il y ait des espions au milieu. Vous savez, alors des espions ou simplement des domestiques. Hein. Domestiques qui servent la soupe, ils sont capables de répéter. C'est toujours par les domestiques que ça se passe d'ailleurs. Hein. J'ai des tas d'anecdotes là-dessus. Enfin, je ne dis pas que c'est toujours, mais enfin c'est souvent. Et le roi a compris que son ministre, Necker, est du complot. C'est-à-dire que la personne à qui il a confié de redresser les finances de la France est en train de préparer son renversement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le renvoie. On renvoie Necker, on ne va pas garder un ministre séditieux. Les conjurés du Palais Royal impriment et diffusent partout que le roi va dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est les États généraux qui se sont réunis à Versailles, se sont autoproclamés Assemblée nationale, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Les États généraux, ce sont les délégués des différentes seigneuries qui doivent présenter les doléances du peuple et régler le problème fiscal de la répartition de l'impôt. Ils se sont autoproclamés Assemblée nationale et ils ont autoproclamé Assemblée constituante.
Donc, ce que racontent les conjurés du Palais Royal, c'est le roi va dissoudre l'Assemblée nationale et arrêter tous ses membres. Ils inventent. Mais ça ne mange pas de pain, il n'y a pas le téléphone pour vérifier. Vous voyez ce que je veux dire? Paris et Versailles, je crois que c'est 12 ou 15 kilomètres. 15 kilomètres. Bon, l'information ne va pas aller assez vite pour qu'on sache si c'est vrai ou pas. Et ils racontent et ils impriment que le roi fera tirer au canon sur Paris si Paris bouge et qu'il fera sabrer les femmes et les enfants dans la ville, etc. Donc, c'est-à-dire que ces gens inventent que le roi s'apprête à venir mettre Paris en coupe réglée, ils l'inventent, ils l'impriment et ils le distribuent dans les rues. Dimanche 12 au matin, les fausses nouvelles arrivent disant qu'à Versailles, on égorge des députés. Vous avez déjà entendu qu'on a égorgé les députés à Versailles? On invente. On invente la veille que le roi va et on invente le lendemain que le roi a. Il a quoi? Commencé à égorger les députés et que la troupe se dirige vers Paris qui va être mis à feu et à sang. La foule se dirige vers le Palais Royal, lieu de toutes les nouvelles. Il y a tous les jours au Palais Royal, à heure fixe, un petit canon tac, qui donne l'heure. Et le petit canon, tac, au moment où il se déclenche, la foule dit « ça y est, ça a commencé » et elle s'ébranle. Et la foule s'ébranle à midi pour aller incendier les barrières. L'insurrection a commencé. Les conjurés, enfin, ce n'est pas les conjurés, c'est tous les hommes de main, vont voir le fameux régiment du Royal allemand en leur disant « vous venez avec nous ?» Royal allemand, fidèle au roi de France, lui. Au Palais Royal, Camille Desmoulins, jeune journaliste, bel homme, sympa, jeune, une espèce de figure de la Révolution que tout le monde est censé trouver sympathique. C'était vraiment, enfin bref. Il harangue la foule, il monte sur une table et il harangue la foule en disant « Necker, adoré de tous, vient d'être renvoyé. » Alors, Necker, adoré de tous qui? De tous quoi? C'est vrai que Necker a été renvoyé. Necker était adoré de qui? Alors, je vais vous dire, Necker était adoré d'un certain nombre de gens, c'était les rentiers. Alors, comment a fait Necker pour ruiner le roi de France? Necker a prêté au roi des sommes colossales, le roi a remboursé sous forme de rente à vie gagée sur des enfants de 3 à 5 ans. Des rentes à vie gagées sur des têtes d'enfants. Le roi est ruiné pour 100 ans. D'ailleurs, la dette n'a été soldée, je crois, que 100 ans plus tard. Le roi a été ruiné par Necker, mais Necker a enrichi les rentiers. Tous les gens qui avaient des rentes sur le roi disent « mais enfin, si le roi renvoie Necker, qui va payer nos rentes ?» La révolution, c'est quoi? Faire payer les rentes. C'est une révolution de rentiers. C'est les rentiers qui veulent que Necker reste en place. Donc, Camille Desmoulins raconte que Necker est aimé de tous, alors que je vous dis de qui il est aimé, et les régiments royaux allemands et les régiments étrangers vont venir nous égorger. Peuple de Paris, défendez-vous aux armes, aux armes. Et il est debout sur sa chaise, là. C'est pas sur sa chaise, sur une petite table au Palais Royal. On peut, si vous allez à Paris, aller au Palais Royal, on retrouve tous les lieux. Et il y a eu des échauffourées dans Paris et on ramène 2 blessés triomphalement au Palais Royal. Voilà, la révolution a commencé. On est prêt pour le lendemain et le lendemain, c'est le 13. Le 13, on est prêt pour le 13. À l'Hôtel de Ville, une réunion d'électeurs proches du duc d'Orléans décide la création d'une milice bourgeoise de 70 000 hommes, dont 12 000 seront recrutés immédiatement. C'est ça le coup d'État. Il n'y a pas d'autorité du duc d'Orléans sur la municipalité de Paris pour recruter une force bourgeoise armée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. On va chercher un brasseur qui s'appelle Santerre. Il dirigera la milice du Faubourg Saint-Antoine. Et le brasseur Santerre, on le retrouvera pendant toute la Révolution, il commence par bourrer ses troupes de bière gratuite et ensuite il les emmène à la bataille. Desmoulins recrute de son côté et distribue la cocarde aux couleurs du duc. Vous savez ce que c'était les couleurs du duc d'Orléans? C'était bleu, blanc, rouge. Et il distribue des cocardes aux couleurs du duc. Un homme de main du duc va dévaster tout l'entrepôt de grains de Saint-Lazare. Toutes les abbayes, tous les lieux religieux avaient des entrepôts de grains. La dîme que les gens payaient à l'église était payée le plus souvent sous forme de grains qui servaient de réserve. On avait besoin de réserve en cas de famine, en cas d'accident climatique, en cas de nécessité. Eh bien, ces gens envoient des hommes de main dévaster tout le blé de Saint-Lazare.
On décide d'une nouvelle municipalité. Tous les nouveaux de la nouvelle municipalité sont des affidés du duc, sauf Jacques de Flesselles, le prévôt des marchands, qui faisait partie de la liste de proscription dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui dit « La garde bourgeoise est illégale ». Taisez-vous, monsieur. On a compris. Vous n'êtes pas avec nous. Vous êtes donc contre nous. À la tombée de la nuit, on est prêt. Ce n'était pas aujourd'hui, ce sera demain. Demain, on sera le 14. Le 14 juillet au matin. On vient annoncer à l'hôtel de ville que 15 000 habitants du faubourg Saint-Antoine arrivent pour s'emparer de l'hôtel de ville. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse nouvelle. Jacques Flesselles dit « Ça, c'est certainement, vous savez, on dit un fake aujourd'hui. » Jacques Flesselles dit « C'est pas vrai. Je veux des preuves. » Il a raison. 3 fois, on réitère le mensonge. 15 000 émeutiers arrivent et veulent s'emparer de l'hôtel de ville. Flesselles dit « Je ne vous crois pas. » Et c'est Flesselles qui a raison. À la troisième mensonge, le comité municipal qui vient de se constituer contre le maire fait sonner l'alarme, dépaver les rues et former les barricades. Il fait lever des volontaires pour résister à l'ennemi qui dévaste le faubourg au cri de « À la Bastille ». À la Bastille, il y a des armes. Une bande part aux Invalides réquisitionner des armes. L'Invalide, c'est le grand hôtel des Invalides dans lequel il y avait des armes. Des Invalides ont été corrompus depuis 10 jours à prix d'argent. Ça fait 10 jours que le duc d'Orléans envoie des gens soudoyer les Invalides pour que, le moment venu, ils ouvrent les portes. On ouvre les portes aux envahisseurs qui trouvent 28 000 fusils et des canons dont ils s'emparent. Les émeutiers sont donc armés. Il leur manque quoi? Les munitions qui sont à la Bastille. Camille Desmoulins se rend à la Bastille avec des volontaires. La Bastille est tenue par des Invalides et 32 Suisses fidèles. Les Suisses ont été absolument fidèles à leur parole donnée et à la parole qu'ils avaient donnée au roi de France et à la France par conséquent. Et bien sûr, ils vont refuser de céder aux séditieux. 1000 hommes viennent réclamer des armes au gouverneur, le gouverneur Delaunay. Arrivent des gardes françaises, des ouvriers, des bourgeois, des prêtres. La foule se rue à la Bastille. 2 émissaires du duc d'Orléans viennent sommer les gouverneurs de se rendre. Et le gouverneur ne prend pas ses ordres du duc d'Orléans. La foule arbore un drapeau de la ville et entoure les soi-disant députés de la commune. C'est quoi les députés de la commune? La commune de Paris, je vous ai dit, c'est la nouvelle municipalité de Paris. Nous sommes les nouveaux députés de la commune. Attendez, qui les a élus? Ce sont des autoproclamés. C'est un coup de force. C'est un coup de force. À l'hôtel de ville, on accuse Flesselles d'avoir caché l'existence des armes aux Invalides. Alors, on lui met un coup de pistolet dans la tête. Et on en a fini avec cet opposant. De toute façon, il était sur la liste de proscription. Le roi venait de le convoquer à Versailles pour se concerter avec lui sur les problèmes de subsistance. Le roi avait compris, mais c'était trop tard. Il ne reste plus à Paris que le parti d'Orléans pour négocier avec le roi. Paris est perdu pour la royauté. Paris est tombé sous la coupe des séditieux. À la Bastille, la fusillade commence à 10 h du matin. Elle va s'éterniser. Elle va durer jusqu'à 17 h. Mais on tire sur des murs épais et il ne se passe rien. Vous pouvez tirer tout ce que vous voulez sur les murs de la Bastille. Ça fait juste des petits éclats dans les grosses pierres et il ne se passe rien. Sauf qu'un coup atteint par hasard un invalide. Le gouverneur, à qui on demande de faire retirer les canons qui sont en haut des embrasures, il accepte de reculer les canons. On lui fait jurer de ne pas tirer. Alors il jure. Monsieur Delaunay jure. Il invite à déjeuner une première députation et permet à envoyer de l'hôtel de ville de visiter toute la forteresse. On ouvre les portes, on dit « Vous êtes de l'hôtel de ville, venez voir, venez. » Le gouverneur Delaunay ne cessera pas d'essayer de calmer les séditieux et de leur donner satisfaction tout en conservant l'autorité sur la forteresse dont il a la responsabilité. Il subit plusieurs décharges sans riposter et il laisse emporter le premier pont sans brûler une amorce. Il y a 2 ponts pour entrer à la Bastille, des ponts-levis, hein, c'est une forteresse. Et quand il tire enfin, c'est pour défendre le second pont et après avoir prévenu les assaillants qu'il allait faire feu. C'est-à-dire que le seul coup de feu que la Bastille a envoyé, c'est à la fin de la journée, après toutes ces attaques et après le forçage du 2e pont. Les témoins sont là pour dire « La Bastille n'a pas été prise de vive force, dira l'un des combattants. Elle s'est rendue avant même d'avoir été attaquée par capitulation sur la promesse qu'il ne serait fait de mal à personne. »
La garnison était troublée à la vue d'une foule immense. Les gens venaient à la Bastille, il se passe des trucs à la Bastille, il y avait des femmes élégantes, des belles voitures, on regardait ce qui se passait. 800 ou 900 hommes seulement attaquaient, la plupart des ouvriers ou des boutiquiers du faubourg, tailleurs, charrons, merciers, marchands de vin, mêlés à des gardes françaises. La Bastille a baissé le pont-levis et a introduit l'ennemi sur la promesse qu'il ne serait fait de mal à personne. Ça a été un massacre. À peine entrés, ils ont commencé par tout briser et les derniers venus fusillaient les premiers au hasard. Chacun tirait sans faire attention ni où ni sur qui les coups portaient. Ça a été une boucherie, une boucherie. La foule a épargné les Suisses qui avaient tiré sur elle et s'est acharnée sur les invalides qui lui avaient ouvert la porte. Une foule en furie, dans la violence déchaînée, ne sait plus ce qu'elle fait. Il y aura en tout une centaine de morts. On a entraîné les officiers, on en tue 5 avec 3 soldats, en route ou sur place, et on fait sortir le gouverneur Launay, qui reçoit un coup d'épée sur l'épaule, et on le tire vers la rue Saint-Antoine. La rue Saint-Antoine est la rue qui relie la Bastille à l'hôtel de ville. La foule le bat, le martyrise, lui arrache les cheveux, le pince, le mord. On l'insulte. Arrivé à l'hôtel de ville, il est déjà presque mourant. Il supplie qu'on l'achève. Et on continue de le battre et de l'humilier. On lui envoie des coups de pied et brusquement, il comprend comment il faut faire. Il se redresse, il se rue sur un de ses gardes qui le perce d'un coup de baïonnette. À ce moment-là, on le traîne dans le ruisseau, on continue de frapper son cadavre en criant « C'est un galeux, un monstre qui nous a trahis. La nation demande sa tête pour la montrer au public. » C'est qui la nation? C'est qui la nation? Ces gens-là vont maintenant parler au nom de la nation. Un garçon boucher sort de la foule et il s'exécute. Il coupe la tête de Delaunay, il la met sur une fourche à 3 branches et on arrive à l'hôtel de ville dans cet équipage où on trouve Flessel qui est mort depuis quelque temps. On lui coupe la tête et on la met à côté. On va exhiber au Palais Royal les têtes et puis au pied de la statue d'Henri IV, la statue d'Henri IV est sur la scène, où on lui fait en riant, où on lui dit en riant, en l'inclinant 3 fois, « Salut ton maître, salut ton maître, salut ton maître ». Paris est entre les mains des séditieux, le roi a perdu la ville dans le mensonge et la violence la plus abjecte. Mais ce n'est que le début, nous ne sommes que le 14 juillet. La violence va se déchaîner, elle va devenir un mode de gouvernance. Impossible de tout dire. Je ne peux pas vous raconter les violences de la Révolution, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, on est obligé de faire des choix. Je vais vous parler de la violence contre le clergé à partir de la constitution civile du clergé le 12 juillet 1792. Qu'est-ce que c'est que la constitution civile du clergé? C'est l'intrusion de l'État dans l'Église. C'est-à-dire que l'État va régler les problèmes ecclésiastiques. Il faut signer la constitution civile du clergé, sinon on est ce qu'on appelle un réfractaire. Alors on va aller voir des prêtres en leur disant « Vous êtes désormais non plus soumis à votre pape, mais vous êtes soumis à, c'est pas encore la République, mais vous êtes soumis à l'Assemblée, vous êtes soumis à la Constitution. » Et dans cette Constitution, on a constitutionnalisé quoi? L'économie de marché. Et on demande aux prêtres de signer ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. L'Église ne peut pas se soumettre à ça, ce n'est pas possible. Les réfractaires, c'est-à-dire les prêtres qui refusent en leur âme et conscience de valider l'économie de marché qui a mis le pays à feu et à sang, parce que c'est de ça qu'on parle, vont être dénoncés publiquement comme des bêtes féroces, des incendiaires et des promoteurs de guerre civile. On les prive de revenus le 29 novembre 1791, plus de salaire versé à aucun ecclésiastique. À Saint-Eustache, une grande église de Paris, des vociférations accueillent le curé. On lui porte un pistolet à la tête, il est saisi par les cheveux, il reçoit un coup de poing, il faut l'intervention des grenadiers pour qu'il arrive jusqu'à la sacristie. Dans l'église des Théatins, à Paris toujours, des furieux dispersent les prêtres, renversent l'autel et profanent tous les vases sacrés. Des religieuses, écoutez bien, des religieuses, même les sœurs de Saint-Vincent de Paul, dont tout le monde connaît le dévouement, sont dénudées en public et fouettées. Des attentats à la pudeur se propagent de ville en ville contre des sœurs. On rentre dans des couvents, on sort les sœurs, on les dénude, on les viole et on s'amuse. On s'amuse. C'est la Révolution. À Montpellier, 200 ou 300 bandits armés de gros bâtons ferrés meurtrissent les hommes et outragent les femmes. L'Assemblée les amnistie. Un témoin protestant raconte: partout où il surviendra du trouble pour les opinions religieuses, ce trouble fut-il suscité par des fustigateurs effrénés des vertueuses filles de charité, par des bandits armés de nerfs de bœuf qui, à Nîmes, à Montpellier, ont insulté 6 mois durant à la pudeur et à la liberté,
Des prêtres non assermentés seront punis du bannissement. On les ravira à leurs familles dont ils partagent la subsistance. On les enverra errer dans les grands chemins, abandonnés à la pitié ou à la férocité publique, du moment qu'un scélérat excitera du trouble pour le leur imputer. 1792. L'argent ne rentre pas. Vous vous souvenez qu'on a fait la révolution pour faire rentrer de l'argent? Vous vous souvenez? L'argent ne rentre pas, la dette n'est pas soldée, il faut des responsables. Qui est responsable? Eh bien, ce sont les ennemis de l'intérieur. Et un banquier calviniste, un certain Clavière, Genevois lui aussi, il n'y a pas que Necker, il désigne les coupables. C'est la faute, certes, aux fonctionnaires négligents, mais en fait aux émigrés, aux aristocrates, aux prêtres réfractaires. Les immigrés, c'est quoi? Les immigrés, ce sont les nobles qui sont en charge, parce que c'était leur rôle, de l'armée. Mais l'armée ne leur obéit plus. Ils prennent leurs petites affaires et ils vont se rassembler à l'étranger, dans l'espoir, bien évidemment, de revenir. Donc, ils ne sont plus là, on va pouvoir prendre leurs biens et avec ça, on va solder la dette. Au printemps 1792, Merlin de Thionville, alors Merlin de Thionville, tous les noms révolutionnaires avec deux quelque chose, c'est pour les distinguer les uns des autres, hein. Dupont de Nemours, il s'appelait Dupont, hein, il était juste habitant de Nemours. Merlin de Thionville demande la déportation des prêtres réfractaires si 20 citoyens actifs de leur canton en font la demande. Donc vous allez trouver 20 copains, mais je dis allez, on va signer là, puis on va demander la déportation des prêtres réfractaires. On veut déporter, on a une liste de 70 000 prêtres réfractaires, et on va demander au roi de les déporter, parce qu'il faut que le roi signe. Le roi est toujours là, le roi est complètement prisonnier, mais il est toujours là. Et on lui demande de faire installer 20 000 fédérés à la disposition des Jacobins aux portes de Paris. 20 000 fédérés, c'est 20 000 bourgeois de la garde qui obéira au duc d'Orléans. Le roi dit non, je ne peux pas signer ça. Eh bien, on va l'appeler Monsieur Veto. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en juin, on va investir. Alors, le roi est de retour il n'est plus à Versailles depuis octobre 1789, donc il est au château, au Palais des Tuileries, en plein cœur de Paris. Le Palais des Tuileries, c'est... Vous voyez la pyramide du Louvre? Eh bien, la pyramide du Louvre, ben, c'est là. C'est là. Le château n'existe plus, le palais n'existe plus. C'était le grand palais qui reliait les deux. Le Louvre fait un grand U. Et le Palais des Tuileries, c'était la partie qui reliait, qui fermait le U. Voilà, en carré. Donc, le roi est au château des Tuileries, et parce qu'il a refusé de signer l'arrêt de déportation des prêtres réfractaires et l'installation de 20 000 fédérés, l'émeute vient le chercher à l'intérieur des Tuileries. Et alors c'est pas encore une tuerie, ça viendra, mais 10 000 manifestants conduits par le fameux Santerre investissent les Tuileries pour imposer la volonté des clubs. Qui dirige ce pays? Qui dirige la France? Le 10 août 1792, c'est l'assaut. La monarchie est tombée. La dictature de la Commune de Paris commence. La dictature de Paris, la Commune de Paris, née du 14 juillet 89, va être remplacée le 10 août 92 par Marat, Robespierre et toute la clique, et toute la bande. Le 10 août au matin, ils ont pris le château des Tuileries. Des atrocités épouvantables ont eu lieu dans le palais des Tuileries. Abominables. On a mangé de la chair humaine et bu du sang humain. C'est d'une violence, c'est d'une sauvagerie, c'est indicible, c'est indicible. J'ai refusé, j'ai lu des témoignages, j'ai refusé d'aller au bout. Je ne peux pas lire des trucs comme ça, je peux simplement vous dire que c'est insoutenable. C'est insoutenable. Il y avait des grands feux dans les cuisines. Il y avait des grands feux dans les cuisines. Le 10 août au matin, on commence par interdire la procession du 15 août, c'est-à-dire première chose à faire, on s'en prend aux catholiques. Et les catholiques, c'est qui? C'est le peuple, c'est la France, c'est la France. Et on décide immédiatement l'expulsion de 25 000 prêtres réfractaires dans un délai de 15 jours. On interdit bien évidemment la presse royaliste. Et à partir du 2 septembre, on va organiser quoi? Les massacres de septembre. Parce que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé au massacre de septembre? Moi, j'ai toujours entendu dire, et même encore quand j'étais à la fac, j'ai toujours entendu dire que les massacres de septembre, c'est la population qui, effrayée à l'idée d'être envahie par le duc de Brunswick et les armées étrangères, s'en est pris à une troisième colonne, une cinquième colonne, je vais dire, qui était dans les prisons. C'est absolument pas la réalité. On sait exactement ce qui s'est passé parce que les réunions de la Commune de Paris ont toutes été consignées. Alors, on n'a plus ces archives-là parce qu'elles ont brûlé en 1871 pendant la deuxième Commune de Paris. Hein, il y a
commune révolutionnaire de 92, et ensuite il y a la commune de Paris de 1871, mais les archives avaient été dépouillées avant. Donc on sait ce qu'il y avait dans ces comptes rendus. Donc on sait qu'à partir du 10 août, le nouveau gouvernement de Paris, la commune de Paris, va remplir les prisons. Remplir. De quoi? De prêtres, de religieuses, de gens à qui on en veut. Et les prisons, le 1er septembre au soir, les prisons sont pleines. Et la commune de Paris embauche 235 égorgeurs, pas difficile à trouver, pareil, hein, vous connaissez le principe du chômage. Voilà. Et on embauche 235 égorgeurs par un comité spécial de la commune de Paris, spécialement créé à cet effet. Et ces égorgeurs seront surveillés par Pétion, le maire de Paris, Manuel, qui laissera des souvenirs, qui a beaucoup écrit et qui terminera guillotiné, Robespierre, au milieu, Marat, et les officiers municipaux et les juges de paix, Panis et Sergent, qui sont payés par le ministre de l'Intérieur, Roland, ou par le ministre de la Justice, un certain Danton. Et on organise d'aller dans les prisons qui sont bondées, massacrer les prisonniers. C'est une abomination. 1400 détenus, c'est-à-dire des gens qui sont plus que sans défense, puisqu'ils n'ont même pas la possibilité de reculer ou de fuir, ils sont prisonniers. 1400 détenus. On les tue à l'arme blanche. Un bataillon de 50 soldats mettant les égorgeurs en joue les aurait neutralisés. Paris regorgeait de gardes nationaux qui étaient armés de pied en cap. On aurait donné l'ordre aux gardes nationaux, arrêtez-les, ils les arrêtaient immédiatement. C'est-à-dire que l'ordre a été donné de ne pas intervenir. On a les noms des massacreurs et on a même leur signature sur les quittances qu'ils ont signées en échange de leur salaire. La justification de ces massacres, c'était que les prisonniers étaient prêts à égorger les patriotes. C'est ça, du fond de leur prison, ils étaient prêts à aller égorger les patriotes, donc on les a égorgés en prévision, c'est ça, en égorgement préventif. Or, qu'est-ce que c'était que ces prisonniers? Des prêtres réfractaires, des soldats suisses rescapés du 10 août. Les soldats suisses qui n'ont pas été tués pendant l'assaut du 10 août ont été mis en prison, comme ça on a pu les égorger et on a pu les achever. Des galériens. On est allé dans la prison où il y avait des galériens, parce que les galères n'existaient plus en tant que telles. Quand on était condamné aux galères, on allait en prison. Voilà. Les galères ont cessé d'exister dans le courant du XVIIIe siècle. Donc la condamnation aux galères existait sans que les galères existent. Donc vous aviez des galériens qui étaient en prison. Eh bien, on les massacre. Puisqu'ils sont en prison, ils allaient forcément attenter à la sécurité des Parisiens. Et on leur vole leur pécule. On vole 173 livres pour 75 hommes et on les vole. Ben oui, ces gens ont faim, qu'est-ce que vous voulez? On va à la Salpêtrière. La Salpêtrière, c'est l'hôpital général. Qu'est-ce qu'il y a à la Salpêtrière? Ben, il y a les pauvres et puis il y a également les correctionnaires. Et dans les correctionnaires, il y a quoi? Il y a des filles de joie, puis il y a des petites voleuses. Eh ben, on les massacre. Ben, elles allaient forcément attenter à la sécurité de l'État, sûrement. Les prisonniers arrêtés pour des petits délits correctionnels et emprisonnés à Bicêtre vont également être massacrés, ainsi qu'une trentaine d'enfants et d'adolescents de 12 à 17 ans, pour la plupart, qui étaient des colporteurs de journaux. On en a fait un tas. On en a fait un tas. 30 enfants ont été massacrés. Et j'ai lu un témoignage d'un des tueurs qui disait « C'est dur la vie à cet âge-là, ça résiste. Qu'est-ce que c'était dur de tuer les enfants ?» Et vous savez ce qu'ils ont fait à la Salpêtrière? Ils sont rentrés dans le dortoir des petites filles et, à votre avis, ils les ont violées toute la nuit. Le sang de 1500 personnes, ça représente une masse de 7000 litres de sang. J'ai fait le calcul. Ce sang se répandait dans les rues. J'ai bientôt fini. Le sang se répandait dans les rues. On a promené des têtes au bout des pics dans les rues. On a mangé de la chair humaine et bu du sang humain. On a violé, outragé, dépecé vivants, mutilé, tué de mort lente. Heureux qui tombaient sous le premier coup, les prisonniers qui voyaient comment mouraient les autres essayaient de prendre la position qui leur permettrait de mourir le plus vite possible. Tous les révolutionnaires ont minimisé d'abord et ensuite justifié les massacres. Lyon, qu'est-il arrivé à Lyon? Ville de 150 000 habitants.
à sa tête un certain Joseph Chalier, ami du ministre Roland et grand admirateur de Marat qui l'imitera. Le 9 septembre 92, on vient juste d'arrêter de massacrer à Paris, on va essayer de faire la même chose à Lyon. Et on va tenter de perpétrer à Lyon les mêmes massacres qu'à Paris avec une liste de 200 aristocrates. Alors aristocrates, c'est le contraire de patriotes. Vous avez deux catégories de Français maintenant. Vous avez les patriotes qui sont avec les francs-maçons du Grand Orient, puis les autres, c'est les aristocrates. La garde nationale intervient et empêche le massacre. Elle n'empêchera pas que 3 officiers et 4 prêtres tirés du lit seront massacrés, mais le massacre n'aura pas lieu. Lors du procès du roi, les Chaliers, ce sont les partisans du fameux Chalier, Joseph Chalier, ami du ministre. Les Chaliers tentent de faire signer par la force une pétition en faveur de l'exécution du roi. Mais les Lyonnais résistent. Les Lyonnais, qui à l'origine sont pour la Révolution, ne veulent pas de ces violences. Ils disent non. Les Lyonnais vont résister. Les Chaliers vont rester au pouvoir pendant 80 jours. Ils vont s'appuyer sur les Jacobins lyonnais, les Jacobins, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, c'est le Grand Orient que ça s'appelle. Et ils ont comme programme la répression de tous les opposants et la constitution d'une armée révolutionnaire payée par l'imposition sur les riches. C'est quoi l'imposition sur les riches? Tous ceux qui sont au-dessus du plus bas niveau, on leur pique tout ce qu'ils ont. Et on aligne tout le monde vers le bas. Le 29 mai 1793, les sections Lyon se soulèvent contre le gouvernement Chalier. On chasse les buveurs de sang, on veut le retour à une municipalité vraiment lyonnaise qui défende les intérêts des Lyonnais. On arrête Chalier, on le juge et on l'exécute. Les Lyonnais reprennent le pouvoir. Eh bien, que décide la Convention? De raser Lyon de la carte. On va raser Lyon de la carte. Kellermann assiège Lyon le 7 août et le 22, il la bombarde. Une ville assiégée de tous côtés, bombardée nuit et jour. Une population de 120 000 âmes, il n'y a pas dans tout cela, non même pas 1500 patriotes, mais 1500 personnes que l'on puisse épargner. 150 000 personnes, on veut qu'il n'en reste même pas 1500. Le 9 octobre 1793, la répression est lancée contre la ville rebelle. Une rafle est organisée de tous les biens saisis au détriment des familles chassées de leur domicile. On pille, on tue, on guillotine, on viole. Officiellement, il y a eu 1682 exécutions. Un affidé de Robespierre en avoue 6000. En fait, il y en a eu beaucoup plus. Que dit Saint-Just? Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. Vous n'êtes pas républicain? Non, vous n'êtes pas pour la République. Alors, vous ne faites rien pour la République, vous êtes passible de punition. Entre le peuple et ses ennemis, il n'y a rien de commun que le glaive. Il faut gouverner par le fer ceux qui ne veulent l'être par la justice. La République ne sera fondée que le jour où les sans-culottes, seuls représentants de la nation, seuls citoyens, régneront par droit de conquête. Alors maintenant, il faut que ça soit dit, c'est ça la République, hein, d'accord? C'est ça la République. Le décret du 12 octobre dit « Le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. La réunion des maisons conservées portera désormais le nom de ville affranchie. Il sera élevé sur les ruines de Lyon une colonne avec une inscription « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus ». Parce que c'est la liberté, ça. C'est l'inversion des mots, l'inversion des valeurs. Ce sont des fous. Lyon est rebaptisé donc commune affranchie. Il ne restera que la maison du pauvre et les bâtiments consacrés à l'humanité et à l'instruction publique. On loge la troupe révolutionnaire chez l'habitant où on guillotine le mari et on se sert de la femme et des filles, vous devinez comment. On démarre la destruction des plus belles maisons de la place Bellecour et on tue près de 2000 personnes. Le 9 décembre, 209 fusillés pleines des brotteaux, achevés à l'arme blanche. On accroche des hommes à des arbres et on les mitraille. Vous savez ce que c'est la mitraille? On charge des canons avec des clous. Et on leur tire dessus, ils vont mettre 48 heures à mourir. La veille, des épouses, mères et sœurs en voile de deuil se rendent à l'hôtel de ville où siège le tribunal révolutionnaire. Elles se jettent aux pieds de Collot d'Herbois et de Fouché, qui les font jeter dehors en rigolant et en caressant leurs femmes, parce que c'était plus intéressant de faire l'amour que d'écouter ces malheureuses. Dorénavant, tout rassemblement de femmes sera interdit à Lyon. 2 femmes qui avaient manifesté malgré l'interdit sont condamnées à être attachées 6 heures durant aux 2 montants de la guillotine dégoulinante du sang des exécutions de la journée. On comptera en tout 17 000 exécutions, dont des enfants de 4 à 7 ans et un chien, et on entendra un perroquet comme témoin. Lyon est passé de 150 000 habitants à 80 000. Aux exécutés s'ajoutent les victimes du siège et le massacre de ceux qui n'ont pas pu sortir. Ceux qui ont pu sortir, ceux qui réussissent à sortir de Lyon, on les attend sur les chemins et on les massacre au bout du chemin. Je vais m'arrêter là. La suite, c'est encore pire.
La suite, il faut lire Rénal Sécher. C'est la Vendée. C'est le populicide vendéen. Au génocide, à l'époque, on disait populicide. Génocide, c'est connoté, c'est quelque chose de précis. C'est le populicide vendéen. La Vendée s'est levée contre la République. Elle doit être exterminée. Exterminée, jusqu'au dernier. C'est Gracchus Babeuf, qui était pourtant un admirateur de Robespierre, qui a le mieux témoigné sur ce qui s'est passé en Vendée. C'est lui qui dit populicide. C'est le massacre systématique d'une population par une soldatesque encouragée à commettre le pire contre les plus faibles des armées. Les mots manquent: noyade, tannerie de peau humaine, graisse humaine récupérée. Un exemple illustre l'état d'esprit, et ça sera le dernier, je vais en arrêter là. Le 13 octobre 1793, Merlin de Thionville, représentant aux missions, c'est-à-dire envoyé par la Convention en Vendée, écrit au comité de salut public peu après le passage de la Loire par l'armée vendéenne. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la virée de Galerne. Les Vendéens passent la Loire, passent au nord de la Loire, et c'est une virée qui va durer plusieurs mois, qui va se terminer de façon absolument dramatique. Et avant de passer la Loire, un de leurs chefs est mourant. Écoutez comment Merlin de Thionville raconte l'histoire. « J'arrive trop tard pour noyer les brigands. » Alors, brigands, évidemment. Hein. Cette armée du pape qui nous avait fait tant de mal et que l'on n'a pas poursuivi avec une activité assez révolutionnaire nous échappe encore. Mais elle n'a plus de chef. Lescure agonise, Delbé est blessé à mort et Bonchamp n'a plus que quelques heures à vivre. Bonchamp, c'est lui, le général catholique vendéen, qui n'a plus que quelques heures à vivre. Ces lâches ennemis de la nation ont, à ce qui se dit ici, épargné plus de 4000 des nôtres qu'ils tenaient prisonniers. Bonchamp, avant de mourir, a dit à ses troupes: « Vous avez là 4000 prisonniers. Je vous demande, je vais mourir, je vous demande de les libérer, de leur faire grâce, sous la promesse qu'ils ne se retourneront plus contre nous. » Comme il était mourant, les Vendéens ont tenu sa promesse et ils ont libéré les 4000 prisonniers qui ont fait la promesse en question. Et certains s'en sont souvenus le moment venu. Donc ce que dit Merlin de Thionville, le fait est vrai, car je le tiens de plusieurs d'entre eux. Quelques-uns se sont laissés toucher par ce fait d'incroyable hypocrisie. Je les ai pérorés et ils ont bien compris qu'ils ne devaient aucune reconnaissance aux brigands. Mais comme la nation n'est pas encore à la hauteur de nos sentiments patriotiques, vous agirez sagement en ne soufflant pas mot sur une pareille indignité. Des hommes libres acceptant la vie de la main des esclaves, ce n'est pas révolutionnaire. Il faut donc ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action, n'en parler même pas à la Convention. Les brigands n'ont pas le temps d'écrire ou de faire écrire les journaux, cela s'oubliera comme tant d'autres choses. Et le 26 octobre 1793 paraît un nouveau décret. Toute ville de la République qui recevra dans son sein les brigands ou qui leur donnera des secours sera punie comme ville rebelle. En conséquence, elle sera rasée et les biens de ses habitants seront confisqués au profit de la République. Pour la suite de ces atrocités, je vous suggère de lire Rénal Sécher parce que c'est lui qui a fait le boulot et qu'il est absolument accessible et qu'il a fait un travail absolument remarquable. Le génocide vendéen, puisqu'on dit génocide, mais j'aime bien dire populicide également, a été déclenché non pas pendant le soulèvement des Vendéens contre la République, mais après leur reddition. C'est-à-dire, c'est au moment où les Vendéens ont rendu les armes que le génocide a commencé, village par village, rue par rue, hameau par hameau, dans les conditions les plus abominables. Je laisse votre imagination supposer ce que ça implique. Une soldatesque déchaînée à qui on dit tout est permis, entraînés les uns par les autres. C'est ce qu'on appelle les colonnes infernales de Turreau. Turreau qui a, paraît-il, sa statue sur l'Arc de Triomphe, je crois. Voilà. Donc voilà, la montée de la violence verbale au génocide des Vendéens. Voilà. Merci.